la collecte dans le bateau ou le véhicule. Et ça permet d'obtenir des informations quasiment en temps réel et de réduire le temps de post-traitement, entre autres. Alors, Process Designer, c'est une interface graphique de notre suite logicielle où on peut concevoir et dessiner des flux de travail en utilisant des processus Caris, mais également d'autres éléments logiques, et je reviendrai là-dessus dans la prochaine diapo, je crois. Donc, ces processus Caris peuvent également être combinés et utilisés grâce à notre interface Python, ce qui permet en outre d'intégrer des fonctionnalités, alors soit d'autres logiciels ou des fonctionnalités qui sont développées par votre entreprise ou votre organisation. Alors pour résumer un peu tout ça, notre approche c'est d'une part de développer des algorithmes pour traiter les données efficacement et pour produire des résultats de la plus haute qualité possible, et en parallèle de proposer des outils pour combiner ces processus et créer des flux de travail automatiques personnalisés. Alors après, ces flux de travail peuvent être intégrés à des outils externes et à des bases de données. Alors ces bases de données, ça peut être des bases de données fournies par Caris, mais pas nécessairement. Et cette approche permet donc de s'adapter au mieux aux besoins de chaque utilisateur. Donc pour revenir à Process Designer, c'est une application que l'on peut décrire comme un outil graphique de création de flux de travail. Alors on appelle les flux de travail qu'on crée dans Process Designer modèles. Donc les processus Caris sont disponibles, donc là vous voyez quelques exemples, et peuvent être utilisés comme briques, si on veut, pour construire le flux de travail, qu'on va donc dessiner ici. On peut définir les paramètres des processus, alors soit dans le modèle, ou bien définir ces paramètres, enfin on peut décider que ces paramètres doivent être remplis lors de l'exécution du modèle. Donc en plus des processus, Process Designer offre des éléments logiques, donc par exemple branche, condition, boucle, etc., pour permettre un flux de travail plus complet. Donc lorsqu'on a fini de créer un modèle, on obtient en quelque sorte un script qui est réutilisable et qu'on peut exécuter depuis une application Caris. Donc l'opérateur remplit les paramètres qui étaient à renseigner au moment de l'exécution. Donc par exemple ici on a un exemple où il faut renseigner que 2 paramètres et lance le script. Donc pour résumer, une seule personne se doit de créer ce ou ces modèles et de multiples opérateurs peuvent les exécuter autant de fois qu'ils le souhaitent. Donc, je voudrais maintenant vous présenter les algorithmes et les processus qui permettent la compilation et la généralisation d'isobat et de sondes. Donc, lorsqu'on a développé ces produits, on a voulu permettre à nos utilisateurs de construire un flux de travail automatisé pour la création d'isobat et de sondes avec des résultats qui finalement nécessitent peu de modifications de la part de l'utilisateur pour pouvoir être utilisés pour la production de produits cartographiques. Mais on est également conscient que la création de ce type de produit comprend une partie un peu artistique et que certaines règles ne peuvent pas vraiment être clairement définies. Et c'est pour ça que cette solution a été pensée pour permettre à l'utilisateur d'avoir un contrôle complet du flux de travail, d'une part avec des outils de contrôle qualité et également avec des outils d'édition. Alors, comment est-ce que les organisations responsables de la production de ces produits peuvent bénéficier de ces innovations? Alors, en automatisant leur flux de travail, il est possible d'augmenter la capacité de production sans avoir besoin d'embaucher de nouveaux collaborateurs, d'assurer une qualité constante et d'éviter les erreurs humaines qui nécessairement peuvent survenir lorsqu'on répète les mêmes opérations manuellement. Alors, il y a un autre avantage de l'automatisation, c'est d'amener plus d'homogénéité dans les résultats. Alors souvent, on remarque que les isobats généralisés et les sondes qui sont choisies manuellement sont différentes selon les opérateurs. Et puis finalement, en automatisant les tâches répétitives, ça permet aux utilisateurs de se concentrer sur le contrôle qualité ainsi que sur les données difficiles, et c'est là où leur expertise et leur expérience est vraiment nécessaire. Donc, je vais maintenant vous présenter notre nouveau flux de travail pour la création de produits bathymétriques, en commençant par la création du modèle numérique de terrain et des isobats. Donc tout d'abord, les données sources sont combinées et un modèle numérique de terrain est créé. Donc avec ce modèle numérique de terrain, on pourrait dériver des isobats bruts, mais dans ce flux de travail, ce qui nous intéresse, c'est de créer des isobats généralisés, et c'est pourquoi nous allons lisser ce modèle numérique de terrain. Donc une collection d'outils est disponible pour cela et qui peuvent être combinés et paramétrés différemment selon les besoins d'une organisation, selon l'échelle, etc.
Donc sur cette illustration, au milieu, on voit des isobates en blanc et des isobates en noir, et elles proviennent du même modèle numérique de terrain, mais qui a été lissé différemment. Et donc, en faisant cela, ça nous donne des isobates qui sont plus ou moins généralisés. Donc à noter ici que tous les outils pour lisser le modèle numérique de terrain le font de manière sécurisée, et ce pour pouvoir être utilisés pour la création de produits aussi cartographiques. Donc, plusieurs étapes peuvent être ajoutées pour affiner la généralisation de ces isobates. La première opération qu'on pourrait vouloir ajouter, c'est de supprimer les petites courbes fermées qui représentent des fosses. Donc, on a un processus qui permet de détecter ces courbes et qui supprime celles pour lesquelles l'air est inférieur à une limite prédéfinie. Donc, cette limite, elle peut être fixe, mais elle peut également varier avec la profondeur. Donc, on a également un autre processus qui permet d'exagérer les petites courbes fermées qui, cette fois-ci, représentent des sommets, et ce, de manière automatique. Alors, on sait qu'en fonction de l'échelle, l'espace nécessaire autour d'un objet sonde est connu. Et si là où les sondes que l'on veut mettre sur la carte sont connues, on va pouvoir créer des cercles temporaires qui sont centrés sur leur position. Et ça, on peut le voir en bleu sur l'illustration. Donc là, les points bleus que vous pouvez voir, ça, ce sont les futures sondes qu'on va vouloir mettre sur notre carte. Et donc, on crée un cercle temporaire en pointillés bleus qui représente l'espace nécessaire pour que ces futures sondes soient lisibles sur la carte. Alors, on verra plus tard qu'on a un autre processus qui permet de trouver automatiquement les points les moins profonds à l'intérieur d'une courbe fermée représentant un sommet et qui pourrait être utilisé en combinaison avec ce processus. Donc, ces cercles temporaires en bleu, ils vont ensuite être combinés avec l'isobate initiale, qu'on peut voir en pointillé orange, pour créer une courbe exagérée qui, d'une part, respecte la bathymétrie et également les règles de sécurité. Alors, s'il y a intersection entre une courbe exagérée et d'autres courbes, alors la courbe, on n'exagère pas la courbe et puis l'utilisateur est notifié. Et il est également possible de définir d'autres types d'objets bloquants. Alors, nous venons de finaliser un tout nouvel outil pour agréger les courbes de manière automatique. Et je pense que c'est la première fois qu'on le présente de façon officielle. Et on est particulièrement heureux de pouvoir offrir ce nouvel outil à nos utilisateurs car je pense qu'il comble un réel besoin en ce qui concerne l'automatisation de la généralisation des isobates en particulier. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Cet outil détecte les courbes qui doivent être agrégées et crée un lien entre ces courbes. Alors, sur l'illustration, vous voyez deux exemples, un ici et un ici, où on a créé un lien entre deux courbes. Alors, courbes fermées et courbes ouvertes peuvent être liées, mais elles doivent avoir la même profondeur. Et également, un lien ne peut être créé que s'il traverse une zone plus profonde, encore une fois, pour respecter les règles de sécurité. Alors, au niveau du paramétrage, une distance minimum est prédéfinie qui permet à l'algorithme de décider quelles courbes doivent être liées. Alors, on pourrait décider, je ne sais pas, par exemple, que les courbes de même profondeur et qui soient à une distance de 2 mm à une certaine échelle doivent être agrégées. Et dans ce cas-là, on pourrait en créer un lien entre les courbes. Donc cette distance, elle peut soit être fixe, ou bien elle peut varier avec la profondeur des courbes. Donc comme avec l'exagération des petites courbes fermées, s'il y a une intersection entre un lien et d'autres courbes, le lien n'est pas créé. Et il est également possible de définir d'autres objets bloquants. On peut imaginer par exemple que s'il y avait un chenal entre ces deux courbes, on n'aurait pas forcément envie de créer ce lien entre les deux. Donc, pour compléter la généralisation des isobates, et en particulier pour rendre les résultats de l'agrégation plaisants, parce qu'on se rend bien compte que c'est pas, on ne souhaite pas avoir une courbe comme ça sur notre carte finale, on peut utiliser un processus de simplification des isobates. Donc ici, on peut voir un exemple où la courbe bleue représente l'isobate après simplification. Donc le degré de simplification est variable et paramétrable. Et de nouveau, hein, ça va varier en fonction de l'échelle désirée, de la profondeur, etc. Et les isobates ne peuvent être déplacés que vers les profondeurs croissantes, à nouveau pour des raisons de sécurité. Donc si ces déplacements génèrent des intersections avec d'autres courbes, la simplification alors n'est pas effectuée. Et là aussi, il est possible de définir des objets bloquants, comme par exemple les limites de la carte. Donc quand on a fini de généraliser les contours,
on peut alors lancer un autre processus qui permet de créer des objets départ ou des objets depth area correspondants. Donc à ce moment-là, on a fini de créer nos isobats généralisés et on va pouvoir se concentrer sur la sélection de sondes. Donc on a travaillé sur cette partie du flux de travail depuis plusieurs années pour pouvoir offrir à nos utilisateurs une nouvelle façon de sélectionner les sondes et qui prend en compte les exigences d'une sélection plus cartographique. Et on espère que ça va pouvoir réduire significativement le travail manuel. Donc la première étape ici, ça va être de réduire la densité des données grâce à un algorithme qui privilégie les hauts fonds. Les points sont ensuite classifiés comme étant supprimés ou sélectionnés selon des règles qui sont combinées et paramétrées, de nouveau en fonction des recommandations de l'organisation, du type de bathymétrie, de l'échelle, etc. Et un point clé de ce nouveau flux de travail, c'est que cette classification, elle peut être remplacée manuellement à travers une interface graphique 2D. Alors avant de poursuivre avec la description de ces outils, il est important de garder à l'esprit que dans ce que je vais vous montrer, on ne supprime pas de points, on n'ajoute pas de points et on ne crée pas d'objet sonde à ce moment-là. Quand on fait une classification, la seule chose que l'on fait, ça va être de modifier certains attributs des points. Donc en l'occurrence, on a un attribut qu'on appelle selection state et qui va prendre les valeurs soit non classifiées, supprimées ou sélectionnées. Alors ça va permettre un flux de travail qui est très flexible et personnalisable et où l'automatisation peut être mélangée alors aux retouches manuelles et à la revue des résultats. Et donc la création d'objets sondes se fera vraiment à la fin de cette partie du flux de travail. Alors il y a un aspect intéressant de ce nouveau flux de travail, c'est qu'on va pouvoir utiliser des objets en paramètres d'entrée des outils de classification. Alors on peut utiliser n'importe quel objet ou n'importe quel catalogue. Donc avant d'exécuter un processus de classification, on va devoir se demander quels objets doivent être pris en compte. Bon, lorsque c'est pertinent, évidemment. Alors, soit pour créer une aire dans laquelle les points doivent être classifiés par la règle en question, soit pour fournir des objets qui vont être utiles à un algorithme. Donc, on pourrait, par exemple, vouloir traiter différemment les zones de restriction ou alors les zones autour d'une épave ou le long d'une isobate. Mais on pourrait également souhaiter utiliser les isobates qu'on a créés au cours de la première partie du flux de travail et les fournir aux algorithmes de classification. Et on reviendra là-dessus un peu plus tard. Donc, je voudrais maintenant vous montrer juste quelques exemples pour comprendre comment cette classification fonctionne et comment les objets sont pris en compte. Donc, dans ce premier exemple, les objets points ou les objets lignes sont tamponnés, et vous pouvez le voir en orange sur l'illustration. Et tous les points qui sont à l'intérieur de cette zone orange vont être classifiés comme supprimés. Et alors les points qui sont classifiés comme supprimés, vous pouvez les voir en bleu. Donc en faisant ça, on évite par exemple de créer des sondes qui chevaucheraient ces objets sur la carte. Donc dans ce second exemple, on va également classifier des points comme étant supprimés. Cette fois-ci, on va utiliser la profondeur d'un objet sélectionné pour faire cette classification. Donc les objets de départ ou les objets depth area qui ont été créés pendant la première partie du flux de travail sont sélectionnés et tous les points dont la profondeur est supérieure à la gamme de profondeur de cet objet depth area vont être classifiés comme supprimés. Donc par exemple, si on a un objet depth area dont la profondeur maximale est 10 mètres, tous les points à l'intérieur de cet objet qui sont plus profonds que 10 mètres sont classifiés comme étant supprimés. Et donc dans cet exemple-là, vous pouvez voir ces points en bleu également. Donc là, on vient de voir deux exemples qui montrent comment spécifier quels points ne doivent pas apparaître dans la sélection de sonde finale. Et il y a d'autres options et possibilités dans le logiciel Caris en question qui est Base Editor. Mais maintenant, on voudrait également savoir comment déterminer les points qui doivent être sélectionnés. Donc à l'intérieur d'un objet tamponné, d'une aire, ou alors même sur l'ensemble du jeu de données, on a plusieurs algorithmes qui vont pouvoir classifier les points comme étant sélectionnés. Donc là, seuls les points qui n'ont pas été classifiés sont considérés. Donc par exemple, ceux qu'on vient de voir et qui ont été classifiés comme supprimés ne seront pas pris en compte. Donc le premier algorithme classifie comme sélectionné le point le moins profond dans une isobate fermée qui représente un haut fond, ou le point le plus profond dans une isobate fermée qui représente une fosse.
Et donc, c'est cet algorithme qui peut être utilisé en combinaison avec l'exagération des petites courbes fermées qui représentent des sommets et dont nous avons parlé précédemment. Donc, le second algorithme va détecter les points critiques. Donc, pour un point considéré, donc on va dire par exemple le 110 mètres que vous voyez là sur l'illustration, on essaie de trouver si on peut construire une courbe fermée qui entoure ce point et qui serait constituée d'autres points plus profonds par un certain pourcentage. Donc, par exemple, si on choisit un pourcentage de 10%, on cherche si on pourrait créer une courbe fermée constituée de points de profondeur 121 mètres ou plus. Et par ailleurs, si on trouve une courbe comme ça, on ne peut pas avoir de points qui seraient moins profonds à l'intérieur de la courbe. Alors cette méthode, elle est très très importante car elle va trouver les hauts fonds pour lesquels on n'a pas d'isobate fermé sur la carte finale. Donc le troisième algorithme va sélectionner les points qui décrivent la bathymétrie du fond et qui complètent les isobates généralisés. Alors pour ça, on va créer une triangulation à partir des isobates généralisés et des points qui auraient été classifiés comme sélectionnés. Alors, il y a plusieurs variations pour cet algorithme, mais l'idée générale, c'est vraiment de trouver les points les plus éloignés de cette triangulation, car ce sont eux qui vont compléter l'information dont on dispose. Et je veux dire par ça, ça va être les points qui complètent les isobates et les points qui sont déjà sélectionnés. Donc à chaque fois c'est une méthode itérative, et à chaque fois qu'un nouveau point est classifié comme sélectionné, la triangulation est mise à jour, et on va continuer cette itération jusqu'à ce que le point le plus proche de la triangulation se trouve à une distance prédéfinie. Et alors, parce que là, on va considérer que les isobates et les points qu'on a classifiés comme sélectionnés décrivent la bathymétrie suffisamment précisément. Ça paraît peut-être un peu complexe, alors je vais essayer de vous expliquer avec un exemple. Donc ici, on a par exemple une isobate qui est à 5 mètres. Et on va imaginer qu'au départ, aucun point n'est sélectionné dans cette zone. Donc ça va nous donner dans cette zone une triangulation qui va être plate avec une élévation de 5 mètres. Et dans cette zone, on voit donc que le point le plus éloigné de la triangulation est le point à 3,6 mètres qui sera donc sélectionné. Et donc finalement, on a une dernière méthode qui va nous permettre de compléter la sélection et qui choisit les points les moins profonds ou les plus profonds, et ce de manière assez régulière en utilisant un rayon qu'on spécifierait dans les paramètres d'entrée. Donc ici, les points en noir ont été sélectionnés, et j'ai choisi intentionnellement de ne pas faire tourner d'autres algorithmes précédemment, juste pour pouvoir montrer pour pouvoir illustrer l'espacement entre les points sélectionnés. Donc juste pour finir avec la classification des points, je voulais ajouter juste deux informations qui me semblaient intéressantes. Alors, en plus de l'attribut selection state, qui va prendre les valeurs de non classifiés, sélectionnés ou supprimés, on a un autre attribut qui s'appelle selection rule et qui va être également modifié au cours de la classification. Et cet attribut, il va prendre le nom de la règle qui a classifié le point, et ce qui va être assez utile lorsqu'on vérifie les résultats. Également, à tout moment du flux de travail, l'utilisateur peut manuellement vérifier et modifier ces deux attributs, et ce soit pour un seul point ou alors pour un groupe de points. Donc lorsque la classification est terminée, on peut filtrer les points qui ont été classifiés comme sélectionnés et finalement créer nos objets sondes. Alors à ce moment-là, il peut être assez intéressant de transcrire l'attribut selection rule dans un attribut de l'objet sonde pour garder une trace, en quelque sorte, de la raison pour laquelle cette sonde a été choisie. Donc on pourra savoir, est-ce que c'était une sonde critique, est-ce que c'était une sonde de remplissage, est-ce qu'elle a été choisie manuellement, etc. Et alors les points classifiés comme sélectionnés, ils peuvent également constituer le nuage de points en entrée du modèle ou du script pour l'échelle suivante. Donc, il est possible de construire un flux de travail complètement automatisé, où des sondes sont créées pour chaque échelle, et où on est assuré que les sondes créées pour une échelle plus petite proviennent des sondes choisies pour la plus grande échelle. Excuse-moi, Marie-Lou, il sera temps de conclure. On a un peu de temps pour les questions. Je crois que ouais, j'y suis. J'ai celle-là et après la conclusion.
Donc, on a vu comment créer un flux de travail pour créer les isobats généralisés et des objets sondes pour toute échelle à partir de nos données sources. Et donc là, on a vu que le flux de travail peut être complètement automatisé ou bien séquencé de manière à laisser l'utilisateur vérifier les résultats et les ajuster. Et le degré de travail manuel dépend en partie de la bathymétrie en entrée, mais également du type de produit final qu'on souhaite créer. Et donc, à partir de là, nos objets sont prêts à être téléchargés dans une base de données et même partagés via des services.